Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec le professeur Druet et nous allons parler de l'évolution et le rôle de la médecine générale dans le système de santé. Alors la première question, comment a évolué la médecine générale ces dernières années? Bonjour. Alors, comment a évolué la médecine générale ces dernières années? Je dirais que pour répondre à cette question, il faut retourner un peu en arrière, hein. On aime bien regarder l'histoire pour comprendre. On est en 2017, 10 ans avant. En 2007 naissaient les premiers médecins généralistes, spécialistes de médecine générale, à l'issue de la formation dans le DES qui était mis en place en 2004. Donc, on peut se dire qu'on a 10 ans de recul par rapport à ce qu'on a l'habitude d'appeler la filière de médecine générale. Ça veut dire que dans la discipline médecine générale exercée par les médecins généralistes, il y a aussi un volant universitaire avec des internes, des chefs de clinique, des maîtres de conférences et des professeurs dans le droit commun, comme les autres disciplines. Ce qui permet de dire que la médecine générale est une discipline à part entière comme les autres disciplines, est une spécialité à part entière. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que pour moi, l'évolution majeure, c'est que, et c'est le rôle du collège, la recherche faite au niveau disciplinaire, que ce soit à l'université, que ce soit ailleurs, puisqu'il y a aussi des chercheurs qui travaillent dans des champs différents, y compris en lien avec la profession, cette recherche va nourrir la réflexion professionnelle. C'est-à-dire, si une recherche montre que telle manière d'aborder une situation courante en médecine générale peut être améliorée parce que la recherche montre que c'est pertinent, on va la mettre en œuvre dans la pratique professionnelle. A l'inverse, il faut comprendre que peut-être que la pratique professionnelle mérite d'être observée pour que tout d'un coup la recherche s'en empare en disant on va essayer de montrer si ce que font les docteurs c'est pertinent ou pas. Et ça permet comme ça de construire petit à petit un certain nombre de données, y compris des recommandations applicables à la médecine générale. Donc le gros progrès, c'est on a des spécialistes de médecine générale qui exercent un métier, médecin généraliste, qui exercent une fonction de soins, parfois de recherche, et qui exercent aussi une fonction de formation. Que ce soit la formation initiale, on a des maîtres de stage universitaires, que ce soit la formation continue et le développement professionnel continu, où la profession a comme mission de la construire et de la définir. Ça ne marche pas très bien en ce moment, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus parce que sinon je vais être désagréable. Sur le plan pratique, ce qui me paraît essentiel à vous dire, c'est que le progrès, c'est aussi quelques inconvénients. Quelque chose qui paraît assez dangereux, c'est que de plus en plus, on parle de la médecine de première ligne, de la médecine de premier recours, et c'est vrai, des soins primaires, et c'est vrai, et on parle du médecin traitant. Et moi, là, je dis non. Le médecin de premier recours, le médecin de soins primaires, c'est le médecin généraliste. C'est un spécialiste de médecine générale et il exerce des fonctions traitantes dans ses tâches, mais pas que. Il peut aussi exercer des fonctions de prévention, de dépistage, d'éducation. Et au-delà du soin, la fonction traitante du médecin généraliste, c'est effectivement d'être dans un processus de gestion de la santé du patient, de son parcours de soins. Ce n'est pas encore au rendez-vous complètement, il y a des évolutions nécessaires et donc des progrès à faire. Mais pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas un jeune médecin généraliste présent dans ce congrès, parce qu'à 10 ans maintenant, on en a nombreux qui sont dans l'exercice professionnel, qui se posent la question de savoir pourquoi on lui dénierait le droit d'être un spécialiste de médecine générale. Pour eux, c'est une évidence. Ils se demandent pourquoi on en parle encore. Mais moi, je dis qu'il faut en parler encore parce que les choses ne sont pas encore aussi stables que ça et d'aucuns aimeraient bien revenir un peu en arrière. D'accord. Alors comment définisseriez-vous le rôle actuel de la médecine générale dans le système de santé? Ouais. Vous voulez le truc idéal? Pourquoi pas? Un médecin bien formé, exercer la médecine générale, c'est complexe. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. L'ADN du médecin
Généraliste, c'est la gestion des patients chroniques, polypathologiques, de plus en plus âgés, dans une société où le vieillissement est quelque chose de normal et où on recule les échéances de la dépendance. Aussi gérer la dépendance, gérer le handicap, et tout ça, c'est un temps dédié qui est long. On a plusieurs séances nécessaires avec un patient. Il y a l'environnement, il y a la famille, il y a le sociétal. Et tous ces éléments-là font que la formation d'un médecin généraliste aujourd'hui, en 3 ans à la fac, c'est une hérésie. On ne peut pas y arriver correctement. Et on n'a pas le sentiment de pouvoir aboutir à ce que ce médecin qui sort de l'université ait au moins acquis des compétences intermédiaires solides pour pouvoir exercer le métier. Je ferai d'ailleurs un aparté parce que beaucoup des internes disent « Ah oui, mais on n'aime pas que vous parliez de compétences intermédiaires, c'est pas bien, on est compétent. » Non, tous les médecins, quels qu'ils soient, y compris les chirurgiens qui sortent d'un DES, ont des compétences intermédiaires acquises et ils soignent bien les gens avec ça. Après, on construit au fil de l'eau, toute sa vie, dans un 4e cycle de formation, des compétences expertes. Mais il faut du temps, il faut de l'expérience. Et ça s'associe à la connaissance, à la bonne pratique. Donc l'idéal demain, c'est un médecin généraliste, médecin de première ligne, de premier recours, voyant tous les patients ayant un problème de santé, qui sont orientés ou non vers les spécialistes de 2e ligne, voire de 3e ligne en fonction des diagnostics posés. Ça nécessite d'augmenter et d'améliorer la compétence, ça nécessite un très haut niveau de compétence. Et c'est aussi un service à rendre aux autres disciplines, c'est-à-dire permettre à des spécialistes de 2e ligne, cardiologues, pneumologues, chirurgiens, d'exercer vraiment leur métier en ayant déjà une sélection des patients, une orientation adaptée des patients, pas de voir des patients qui, au prétexte qu'ils ont un trouble visuel, vont chez l'ophtalmo alors que le problème peut être neurologique. Il peut y avoir une perte de temps, une perte de chance. Et évidemment, il faut que le système s'adapte. Aujourd'hui, le système de santé n'est pas suffisamment bien organisé pour que les médecins, 1, s'installent et aient envie de le faire, 2, puissent être disponibles pour les patients. Et on voit bien que les déserts territoriaux s'installent et qu'on a donc une difficulté à avoir un accès à des professionnels compétents, des médecins généralistes et d'autres spécialistes. Les spécialistes parfois me disent oui, mais si on fait comme ça, les parts de marché. Le patient, ce n'est pas une part de marché, la maladie, ce n'est pas un marché. L'hôpital doit être intégré dans le parcours de soins des patients. Ce n'est pas quelque chose qui est à côté. L'hôpital doit être aussi au service des médecins généralistes, tout comme les médecins généralistes doivent être au service de l'hôpital, au bénéfice d'un seul acteur de la santé qui est le patient. C'est ça l'idéal. D'accord. Et donc la dernière question, c'est quel est le sentiment du Collège de la médecine générale face au problème de l'insécurité des médecins ? Vous voulez dire les agressions, les incivilités, comme on dit pudiquement. Ça, c'est vrai à l'hôpital, c'est vrai aussi dans les cabinets. Dans le cabinet, il y a un risque plus grand parce que le médecin, il peut être isolé, il peut être seul. Alors, le regard que je porte là-dessus, c'est le regard d'un citoyen. On a une société qui ne va pas bien, on a une société de violence, on a une société d'insécurité avec des discours plus ou moins forts autour de... Mon premier niveau de réflexion, c'est qu'un médecin doit faire la démarche de se faire respecter. Et on apprend aux étudiants l'idée qu'ils sont dans l'autorité de la fonction et non pas dans l'autorité de la personne. Quand un médecin, quand moi je suis verbalement agressé par un patient, je considère que c'est le médecin qui est agressé, pas la personne. C'est la fonction. On est là pour ça. On a parfois des patients qui viennent nous faire souffrir pour aller bien. Il faut l'accepter. Quand ils dépassent les bornes, il faut mettre les limites et on peut, en mettant la distance et en étant assez carré avec les patients et en anticipant, gérer et éviter parfois des situations à risque. C'est la même chose avec les patients psychiatriques. Sauf que là, on a affaire à des gens supposés normaux, agressifs, mais ils vont pas bien, première notion, pourquoi ils ne vont pas bien, et deux, remettre les pendules à l'heure quand c'est nécessaire.
À côté de ça, il faudrait aussi que la société accepte de s'en occuper, de le regarder comme une réalité. On ne va pas mettre un policier derrière chaque médecin, mais on va peut-être mettre en place un certain nombre d'informations et d'éducation et pas supporter parfois l'insupportable. Je suis désolé, mais je trouve inacceptable qu'aujourd'hui on puisse dénier à un médecin ou à un soignant femme de soigner un patient quel qu'il soit au prétexte qu'il puisse y avoir des obstacles d'origine religieuse ou culturelle. On est dans une société où les fonctions, on dit souvent le médecin n'a pas de sexe. En tous les cas, il a un genre, c'est sûr. Et le genre n'est pas forcément le sexe. Cette notion-là fait que quand on accepte ça, quand on a du personnel hospitalier qui se plaint qu'on ne fait rien pour les aider, pourquoi voulez-vous que ça n'aille pas aussi transpirer dans le milieu ambulatoire et chez les médecins? C'est une image du médecin dans la société, c'est une image véhiculée par le politique qui nous respecte peu dans bien des cas. Il suffit de voir ce qui se dit en ce moment sur la santé dans une campagne électorale telle qu'on la vit. Donc dans ces cas-là, je pense que la société va mal, le médecin est dans la société, le médecin vit les mêmes choses que la société vit. Il y a aussi de l'agression au comptoir de départ d'Air France à Orly ou à Roissy. Il y a aussi de l'agression chez les commerçants. On a une fonction, c'est de savoir gérer ça, s'y préparer. On en parle dans la formation à la fac. Il y a aussi une maltraitance du monde soignant. Beaucoup de nos internes souffrent. Le burn-out, ça existe chez les internes, en particulier de médecine générale, parce que l'encadrement parfois est maltraitant. Donc vous voyez, il n'y a pas que les patients qui maltraitent les médecins. Je vous remercie.